La guerre de 14-18, dite la Grande Guerre, a débuté il y a 100 ans. Cette année, le 4 novembre, le prix Goncourt a été attribué à un roman sur les vétérans de cette première guerre mondiale. Surtout un historien de notre région, Rémi Casals, qui a commencé sa carrière en étudiant les faits, gestes et pensées des ouvriers de Mazamet, puis Jaurès, a fait connaître dans le monde entier les carnets du tonnelier Bartas. Et l'attention s'est de plus en plus portée sur la guerre vue par les sans-grades. Pourtant, après tant de chefs-d'œuvre de la littérature qu'on étudie encore à l'école, et après le travail fondateur de Norton Crue, que dire de plus? Rémi Casals a rassemblé une énorme équipe pour ce volume qui paraît aujourd'hui et semble essentiel pour comprendre 14-18. 500 témoins de la Grande Guerre. Couverture, signé Tardy. Bonsoir Rémi Casals. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur TLT. Courrier Sud avec ce volume, un épais volume, des portraits, des autoportraits, la biographie de la France peut-être entre 1914 et 1918 et même avant et peut-être après. Il faut dire que c'est un travail d'équipe. Hein. Je vous reçois ici, on va parler quand même de votre travail qui est fondateur. C'est une équipe notamment des gens du CRID. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur 14-18, encore aujourd'hui, ici et ailleurs. Il y a énormément d'historiens et nous en avons réuni une partie dans le CRID 14-18, le collectif de recherche internationale et de débat. Et c'est à partir d'un travail collectif du CRID que nous avons sorti ce livre. Donc c'est le centenaire qui approche de 14-18. Ça intéresse encore le public? Je crois qu'il y a un renouveau pour, et les historiens, pour 14-18, oui, un renouveau dans le public. Il y a beaucoup d'historiens, évidemment, mais aussi, excusez-moi, on voit toutes les initiatives qui sont prises pour le centenaire par des associations, par des collectivités territoriales, des conseils généraux, etc. Et on a l'impression que c'est un sujet qui était attendu. Enfin, le centenaire met en avant des choses qui se faisaient déjà depuis longtemps. Alors curieusement, ici à TLT, ce n'est pas ma première émission sur 14-18, il y a déjà eu des commémorations. Mais on s'éloigne de plus en plus. Alors, est-ce que c'est une affaire de marketing pour les vendeurs de livres ou est-ce qu'il se passe quelque chose dans cette période qui est encore en nous aujourd'hui? Des affaires familiales éventuellement? Il est certain que toutes les familles françaises et même éventuellement une partie des immigrés aussi, ont été touchés par la guerre de 14. Il y a toujours un grand-père, un arrière-grand-père qui était là, pas obligatoirement dans les 500 témoins, parce que bon, là, il n'y en a que 500 sur des millions, mais on peut, grâce à l'index du bouquin, l'index des unités en particulier, retrouver le régiment de l'arrière-grand-père. Voilà. Et puis donc c'est le phénomène de la guerre totale et du massacre, la grande boucherie. Oui, le massacre, la grande boucherie, l'expression guerre totale, une guerre n'est jamais absolument totale, hein, mais enfin bon, c'est une expression qui est employée puisque c'est une guerre politique, économique, militaire évidemment, et aussi sur les esprits, mais enfin ce n'est jamais absolument total, si on peut dire. Alors, il faut revenir à l'origine de ce travail. Dans les années 70, vous avez publié les carnets du tonnelier Louis Bartas, un livre qui continue sa carrière, puisque vous me disiez juste avant que l'émission commence que vous allez fêter, vous allez publier, sortir le combienième? La nouvelle édition qui sort pour le centenaire va contenir le 100 millième exemplaire de Louis Bartas, ce qui, pour un ouvrage de ce style, est vraiment remarquable. Quand on l'a sorti en 78, l'éditeur se faisait beaucoup de soucis parce que c'était un gros livre, plus de 500 pages, écrit par un inconnu, sur un sujet qui à l'époque ne passionnait pas du tout les foules. Puis ça a marché, et puis ça continue. Et partout dans le monde. Depuis, on a eu de nombreuses paroles de poilus qui ont été étudiées. Alors ça, c'est très important, puisque c'est un travail collectif d'historiens. Qu'est-ce que l'historien a de plus sur les romanciers qui ont raconté leur guerre? Et on verra les couvertures de leurs livres que tout le monde connaît, d'Orgelès, Barbus, et même les Allemands, Junger. Oui, alors l'historien vient dans un deuxième temps. L'historien, surtout les historiens actuels, n'ont pas vécu et n'ont pas connu cette période-là. Mais ils ont leur métier, ils ont leur esprit critique, et donc ils peuvent analyser un témoignage, voir est-ce que celui qui écrit sur Verdun en 1916, est-ce qu'il y était vraiment? S'il n'y était pas, ce n'est pas un témoin. S'il y était, on peut le prendre en considération, on peut confronter avec d'autres témoins. Et dans le cas de Louis Bartas, par exemple, c'est ce qu'on a fait depuis des années et des années, on s'aperçoit que si on confronte son témoignage avec ceux d'autres soldats d'une même catégorie, on a des convergences absolument évidentes. Il y a des différences aussi, puisque chacun a sa propre vision des choses, même au moment où il le vit, sans parler du souvenir. Il y a des différences, et nous avons voulu, dans toutes ces notices, chaque fois établir ce qu'on appelle le contexte.
Oui. C'est-à-dire que si c'est un capitaine d'artillerie, il faut qu'il nous parle d'un officier d'artillerie. Il ne faut pas qu'il nous parle des fantassins de première ligne. Si c'est un fantassin de première ligne, il ne faut pas qu'il nous parle du quartier général ou autre. Il faut que chacun nous donne le témoignage sur ce qu'il a vraiment vécu. Il n'y a pas que des sans-grades dans ces... Non, il n'y a pas que des sans-grades, il y a même des généraux, hein, on monte jusqu'à ce niveau-là, il y a aussi des civils, Oui. mais il y a quand même, par rapport à l'époque de Jean Norton-Cru, 1930, il y a davantage de sans-grades. À l'époque de Jean Norton-Cru, surtout qu'il n'étudiait que les témoignages publiés, et donc les seuls publiés, c'était des intellectuels, c'était des gens plutôt assez haut placés. Puis longtemps, le métier de l'historien s'est cantonné aux rapports officiels, enfin aux témoignages officiels en tout cas, ou des... Non, les historiens se sont quand même intéressés largement aux témoignages. Simplement, ils n'avaient pas sous la main la matière. Les témoignages de la base. Où était-il? Louis Barthas, c'était dans un placard, au fond d'un placard, dans une boîte en carton. Donc il a fallu que ça sorte de là. Du coup, d'autres parlus sont sortis de la même façon. Je pense que Louis Barthas a été un déclic. Oui. C'est-à-dire que dans les manuels scolaires, on a donné beaucoup d'extraits, oui. Et les enseignants se sont dit, mais s'il y a d'aussi bons textes d'un simple caporal titulaire du certificat d'études, peut-être y en a-t-il d'autres dans les environs. Donc ils ont cherché et on a trouvé des quantités de choses. Donc c'était il y a 100 ans. On se dit qu'à l'époque, les gens des campagnes, c'était le cas de beaucoup de Toulousains, donc faites la notice, ne savaient pas écrire. Or les gens savaient écrire. Si, le problème c'était de trouver sur quoi écrire. En 1914, la l'énorme majorité de la population sait quand même lire et écrire. Alors, il ne faut pas se leurrer, le certificat d'études, tout le monde ne l'avait pas d'abord. Hein. Oui. Et donc, il y en a beaucoup de ces soldats qui écrivent de manière phonétique ou avec beaucoup de fautes. Mais peu importe, ils écrivent. Et ils écrivent parce qu'ils sont dans une situation d'éloignement de leur famille. Et donc, il y a toute une correspondance. Ou alors, ils écrivent sur leur carnet personnel. Oui. Et ce qui est intéressant, on le fait dans le bouquin, c'est quelquefois de comparer ce qu'ils écrivent à leur famille, donc tout est calme, tout va très très bien, et puis ce qu'ils écrivent dans leur carnet, où ils disent la vérité. La vérité, la Parfois, réalité. ils envoient même par la poste normale ce qu'ils veulent voir lu, non taillé par la censure. Exactement. Parce que la censure, à l'époque, comme la propagande, c'était un boulot. Ah ben, la propagande que les soldats appellent le bourrage de crâne et la censure se complètent. Oui. La propagande pour envahir les esprits et la censure pour arrêter tout ce qui pourrait être un peu subversif. Alors nous sommes à Toulouse, tiens, quelques images trouvées sur Internet, puisqu'il y en a plein sur le web. Les Toulousains ont connu les tranchées, ont connu les grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Évidemment, les Toulousains, comme tous les autres Français, étaient présents. Et dans notre livre, qui est national, donc il y a des témoins de toutes les régions de France, peut-être y a-t-il un peu plus de personnes de Midi-Pyrénées, puisque beaucoup des auteurs et moi-même, donc on est en région Midi-Pyrénées. Et à Toulouse même, j'ai noté par exemple un certain Auguste Ballard, qui dans le civil travaillait dans une pharmacie, livrait les produits pharmaceutiques, donc c'était un petit employé, et qui pendant la guerre a été infirmier. Puis, à côté de ça, il y a Georges Bonneau, qui lui était un militaire professionnel, capitaine d'artillerie. Raymond Bouissou, qui était employé à la Société Générale. Un autre, François Guillem, qui était manutentionnaire à l'épargne. Donc des gens de toutes catégories. Et de tous âges, parce que ce qui est fascinant dans cette guerre, c'est qu'il y avait des jeunes, mais il y avait des types de 45 ans. Hein. Enfin, on le lit dans les romans. Jusqu'à 45 ans, oui. On était mobilisés à partir de 18 ans jusqu'à 45 ans, avec, bon, évidemment, des fonctions différentes dans les cas. Mais dans le cas de Louis Barthas, qui a 35 ans en 14, il est dans la territoriale. C'est-à-dire, théoriquement, il ne devrait pas aller au front. Mais il y a une telle hécatombe, surtout au début de la guerre, qu'il faut combler les vides. Et il va sur le front, donc dès le mois de novembre 1914. Et il va rester jusqu'à 40 ans, donc jusqu'à la fin, dans l'armée. On connaît le roman de Chevalier. D'ailleurs, il y a une notice sur cet écrivain, en tout cas, Gabriel pour une raison. Chevalier, La Peur. Oui, c'est l'écrivain Clochemer, le fameux écrivain. Oui. Voilà. Et alors, tout le monde lit son La Peur, qui décrit effectivement le sentiment des soldats, des troufions et des autres membres des armées dans la guerre. C'est-à-dire qu'on a peur. Un roman anticonformiste parce que la peur, c'est bon, il
faut pas trop le mettre en avant. Et au risque de paraître lâche, voilà, ou peu patriote. Beaucoup d'écrits étaient au contraire héroïques et peut-être même un petit peu faux quelquefois. Alors que lui, là, il dit vraiment la vérité et la peur. Et tous les autres témoins le disent bien, ceux qui étaient dans les premières lignes, eh bien, la peur, elle fait partie de la vie des combattants. Fatalement, il y a beaucoup de pacifistes dans tous ceux qui écrivent, dans les sentiments en tout cas. Oui, je crois que bon, le mot pacifiste, c'est difficile à définir parce qu'on imagine un militant qui travaille sans cesse pour la paix. J'emploie le terme pour dire quelqu'un qui recherche la paix à tout prix. Absolument, mais là, quand vous avez connu 3 mois, 6 mois de tranchées, vous aspirez à la paix. Et là, tous les témoins le disent clairement, la paix, la paix. Et dès l'automne 14, ça commence très tôt. Oui. Mais rechercher la paix, est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus patriote ? Alors, encore un mot, patriote, qui est un mot délicat à définir. Pour moi, le vrai patriotisme, c'est celui de Jaurès. C'est-à-dire, vous aimez la patrie, vous voulez le bonheur des compatriotes, vous ne vous lancez pas dans une guerre qui va détruire la patrie. Oui. Parce que la guerre a détruit. La France a gagné, mais la France a été aussi détruite, peut-être encore plus, que ses voisins. Oui, puisqu'on a dû importer beaucoup de main-d'œuvre de tous les pays du monde. Vous imaginez aussi le nombre de morts, le nombre de mutilés, les régions détruites. Même encore aujourd'hui, donc 100 ans après, dans certaines régions, du côté de Crâne, dans l'Aisne, on trouve encore des obus qui explosent et qui peuvent faire des victimes. Il y a beaucoup de choses enterrées encore, beaucoup de tabous, notamment sur les amitiés franco-allemandes. Il y a eu des études. Il y a eu des fraternisations dans les tranchées. La fraternisation, ça fait partie, c'est partie intégrante de la guerre des tranchées. Quand vous avez une tranchée à quelques mètres de l'ennemi, si vous tirez, l'ennemi tire, donc on se massacre réciproquement, eh bien non, on ne tire pas. Et donc on finit par se lancer un paquet de cigarettes, du tabac, du pain, des trucs comme ça. C'est une histoire d'hommes. C'est une histoire tout à fait. D'hommes, où sont les femmes? Alors, les femmes. Il est clair que dans notre bouquin, sur les 500 témoins, il y a une minorité de femmes. Il y a une minorité parce que les femmes ne sont pas des combattants. Donc il y a beaucoup de combattants qui sont obligatoirement des hommes. Et dans les correspondances, il était plus facile pour la femme à la maison de garder le tas de lettres du fils, etc., qu'au fils ou au mari, avec son sac de 30 kilos, de transporter du courrier. Donc le courrier des femmes s'est souvent perdu, pas toujours, mais il y a moins de femmes. Alors ceci dit, elles sont omniprésentes. Bien sûr, puisqu'on écrit à sa femme. Voilà, elles sont omniprésentes. Et je crois qu'avec ces 500 témoins, on a quand même fait une découverte intéressante. C'est que ces soldats éloignés redécouvrent l'amour, l'affection, et ne sont pas transformés en brutes, comme certaines théories l'ont dit, on a transformé les soldats en brutes, pas du tout. Donc on peut croire en l'homme encore. Je pense que ça peut être une bonne conclusion sur le bouquin. Alors des gens qui écrivent, qui photographient aussi, et qui dessinent, puisque le témoignage est de diverses natures. Les éditions Midi-Pyrénéennes Edisto, on le trouve partout, et c'est un livre vraiment pour ce centenaire. C'est un livre de base pour le centenaire. Merci Rémi Casals. Merci à vous. Et à bientôt sur TLT. À bientôt.